L'échiquier international, bienvenue à vous. Un pas en avant, ce sont les mots du président iranien Massoud Pezeshkian, résumant les négociations actuelles entre Washington et Téhéran. Négociations se déroulant à Oman sur la question nucléaire. Les discussions interrompues en juin 2025 par l'attaque de l'entité sioniste, on le rappelle, lesquelles ont lieu pourtant dans un contexte de tensions croissantes. Les forces américaines intensifient encore leur présence dans la région. Mais est-ce que l'axe américano-sioniste a renoncé pour autant à ses visées déstabilisatrices contre la République islamique d'Iran? Il s'agit rien de moins d'une guerre de l'ombre attestée par des preuves et autres plans fomentés. Les dirigeants iraniens auraient toutes les raisons donc de se méfier de leurs partenaires américains à Mascate. On vous laisse juger avec le contenu de l'échange du jour. À tout de suite. Et oui, on avait organisé un échange à l'échiquier international il y a 2 semaines, lors duquel nous posions la question simplement concernant les événements sociopolitiques et leur fond de violence ayant traversé l'Iran, à savoir, s'agissait-il, oui ou non, d'une révolution de couleur dont certains stratèges du mondialisme sont férus? Eh bien, ce soir, on apporte, du moins je l'espère, un peu plus d'éléments avec notre invité du jour. Il est iranologue et chercheur, auteur également. Morgan Lotz, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, après le mois de décembre et janvier et les violences qui ont traversé plusieurs villes d'Iran, avec plusieurs morts, dont des forces de l'ordre, est-ce qu'il y a aujourd'hui un retour au calme? Est-ce que la crise est passée selon vous? Je vous pose la question car je sais que vous avez beaucoup de contacts sur place. Alors oui, la situation s'est calmée depuis le 13 janvier, même si les médias occidentaux continuent en poursuivant leur discours. Pendant plus d'une semaine, notamment les médias français, ont parlé de manifestations et d'émeutes qui se poursuivaient. Or, depuis le 13 janvier, cela est terminé et ça n'a duré que à peu près 2 semaines. Donc concernant les événements, en fait, tout est parti sur des manifestations tout à fait légitimes, qui ont d'ailleurs été reconnues comme étant légitimes par le gouvernement iranien, qui s'apprêtait à recevoir les syndicats iraniens pour discuter et trouver des solutions. Tout est parti de là. Le 24 décembre, une décision va mettre un peu le feu aux poudres. Il s'agit de l'augmentation de la TVA en Iran qui passe de 10 à 12%. Donc les manifestations sont organisées, sont encadrées, il n'y a absolument aucun problème. Elles débutent le lundi 29 décembre pour protester contre la politique budgétaire et économique du gouvernement de Massoud Pezeshkian. Donc ce même 29 décembre, la commission de consolidation budgétaire de l'Assemblée consultative islamique, donc le Parlement iranien, a rejeté le projet de loi de finances de l'année 2026. C'est toujours ce 29 décembre que le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, M. Mohammad Reza Farzin, démissionne. Il est remplacé dans la foulée par M. Abdel Nasser Hemati. Donc, déjà, avec ces premiers événements, nous pouvons constater que les institutions iraniennes sont solides, fonctionnent normalement, et il s'agit d'un événement économique en défaveur du pays, comme d'autres pays à travers le monde peuvent le connaître. Nous avons, nous aussi, en France, par exemple, des problèmes de budget. Le budget de cette année n'a toujours pas été voté, d'ailleurs. Donc jusque-là, il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a pas de révolte massive contre les institutions en place, et tout se déroule normalement. Mais fait marquant, Morgan, c'est qu'au sein de ces manifestations, au sein de cette colère sociale, il y a un déterminant économique, un facteur sociologique avec la présence des bazaris. C'est ceux qui tiennent un peu les poumons économiques de l'Iran, à savoir les responsables des bazars tout simplement. Les bazaris sont importants en Iran, c'est un indicateur, je le disais, car ils ont toujours joué un rôle dans toutes les révolutions et les changements sociaux à travers l'histoire du pays. Tout à fait. D'ailleurs, aucune révolution n'a fonctionné en Iran sans le soutien et la présence des bazaris. Alors, je vais tout de suite préciser certains points. Les bazaris sont des gens très conservateurs. Ils ont soutenu notamment l'ayatollah Khomeini. Et si vous avez l'occasion, ce que je vous souhaite, de vous promener dans les bazars iraniens, vous verrez très souvent des photographies, des portraits des guides de la révolution, l'ayatollah Khomeini et l'ayatollah Khamenei. Donc ce ne sont absolument pas des révolutionnaires ou des gens occidentalisés comme on pourrait le prétendre. Alors en France, nous avons une expression pour ça, nous disons la France qui se lève tôt, c'est-à-dire les gens qui se lèvent pour travailler et faire tourner le pays. On pourrait les comparer avec l'Iran qui se lève tôt en quelque sorte. Donc les bazaris n'ont absolument pas appelé à un changement de régime.
ils ont appelé à ce que le gouvernement prenne des décisions économiques afin d'améliorer la situation, et ils sont également exaspérés par rapport à un certain ras-le-bol fiscal. Je citais notamment la TVA qui augmente de 2%. Les Iraniens n'en peuvent plus de cette pression fiscale qui est en grande partie, voire en majeure partie, la conséquence des 47 années de sanctions états-uniennes contre l'Iran. Il faut bien comprendre ça, c'est que l'Iran se bat tous les jours pour maintenir à flot son économie. Alors Morgane, rappelez-nous les faits en résumé qui prouveraient qu'au sein de cette manifestation, il y a une volonté d'amener un mouvement social vers la radicalité, voire même la guerre civile. On a visé des forces de l'ordre, on a procédé à des exécutions, on a incendié des commissariats, des mosquées. Tout ceci a été filmé, attesté par des preuves. Tout à fait. Donc les manifestations débutent normalement et on voit que dès le mardi 30 décembre, une première manifestation va dégénérer dans la ville de Fassa. Lorsqu'un petit groupe de personnes a tenté de forcer la porte de la préfecture, il y aura 3 policiers blessés et 4 émeutiers arrêtés. Et le mercredi 31 décembre, là, nous voyons se mettre en place tous les procédés de désinformation et de manipulation de l'information habituels pour ces cas de révolution de couleur. Alors, je vais citer 2 exemples. Tout d'abord, on annonce l'arrestation d'étudiants dans les universités de Téhéran et Sharif avec la publication de leur nom. Sauf que là, un premier problème va se poser puisque les intéressés vont publier moins d'1 heure après cette information des vidéos d'eux-mêmes où ils démentent les faits. Ils expliquent qu'ils n'ont pas été arrêtés, qu'ils sont bien vivants. Le deuxième fait que je voulais citer, c'était l'annonce de la mort de Mahdi Samavati, un jeune garçon de 14 ans qui est annoncé comme mort dans les médias anti-iraniens et états-uniens. Sauf que là aussi, il va publier dès le soir même une vidéo de lui où il explique que non, il est bien vivant, il n'habite pas à Fassa, il habite dans une autre région du pays. Et il va réitérer cela plusieurs jours durant, avec changeant à chaque fois les décors pour démontrer qu'il est bien vivant. Et des vidéos comme celle-ci, d'Iraniennes et d'Iraniens qui ont découvert dans les médias étrangers qu'ils étaient soi-disant morts, assassinés par la répression du régime, enfin toute la phraséologie habituelle des médias hostiles à l'Iran, eh bien, nous avons des dizaines, voire des vingtaines d'Iraniennes et d'Iraniens qui ont publié des vidéos d'eux où ils expliquent que non, ils ne sont pas vivants. Et le vice de la manipulation est allé tellement loin qu'ils ont même réalisé 2 manipulations de l'information avec une citoyenne de l'entité sioniste, ce qu'on appellerait une israélienne en termes occidentaux, où elle se filmait dans sa télévision, où un reportage de la télévision sioniste la montrait, la présentait comme morte. Sauf qu'elle disait, mais je suis israélienne, je n'ai jamais été en Iran, je ne comprends pas pourquoi on me décrit comme morte, assassinée par la République islamique. C'est totalement faux. Et la deuxième manipulation, c'est d'avoir pris une photographie, un portrait du fils de l'ancien Premier ministre sioniste Naftali Bennett, et de l'avoir présenté comme la victime de la répression de la police iranienne. Donc là encore, on voit que cette manipulation des réseaux sociaux et des médias est orchestrée. Nous savons que l'armée israélienne, Tsahal, dispose d'une unité spécifique qui s'appelle l'unité 8200, qui est spécialisée dans la manipulation numérique, notamment sur les réseaux sociaux, et qui a pour habitude et pour travail de faire passer les informations, enfin les pseudo-informations qui arrangent leur narratif afin de justifier des guerres, des sanctions contre certains pays, et notamment l'Iran. Justement, à partir de fin décembre et début janvier, on observe une montée de violence avec des manifestants glissés dans la foule avec des armes automatiques, des viseurs nocturnes, et des outils de télécommunication dernier cri, en tentent de pénétrer les commissariats pour trouver l'armurerie, par exemple. Mais les médias occidentaux ne parlent pas de ces faits. Il y a une journée particulière, celle du 9 janvier, Reza Pahlavi appelle à une intervention militaire en Iran sur un réseau social. Le message enregistre 25 000 j'aime dès les premiers moments. On nous dit que cette interaction proviendrait de la société iranienne elle-même, sauf qu'en cette journée, il n'y a plus d'Internet en Iran. Tout à fait, puisque la période la plus critique pour l'Iran, c'était les jeudis 8 janvier et vendredi 9 janvier. Et justement, en fin d'après-midi de ce jeudi 8 janvier 2026, le commandement cybernétique iranien a ordonné la coupure totale d'Internet.
Et le vendredi 9 janvier, Reza Pahlavi, donc qui est le fils du Shah déchu en 1979 lors de la Révolution, lance un appel vidéo dans lequel il appelle le président états-unien Donald Trump à intervenir militairement en Iran, ce qui déjà contredit ses déclarations de 2018 où il disait qu'il refuserait une intervention américaine en Iran. Et ces 25 000 vues, ces 25 000 j'aime présents sur X, Twitter, ne peuvent pas être le fait des Iraniens eux-mêmes, puisqu'Internet était coupé. Donc là encore, nous avons une manipulation. Et cette manipulation a été démontrée par une enquête de Social Forensics, qui est spécialisée justement dans la surveillance et l'analyse des réseaux sociaux. Donc Social Forensics a révélé comment les services israéliens, sionistes, ont géré et amplifié de vastes réseaux de faux comptes Twitter afin de manipuler l'espace numérique persanophone. Alors, dans cette étude, on ne parle que de l'espace numérique persanophone. On ne parle pas des autres espaces numériques, que ce soit européens ou algériens. Mais là aussi, je suppose qu'il y aurait beaucoup de surprises concernant la manipulation de l'actualité. Donc, ce rapport a établi un lien direct entre les réseaux, entre ces réseaux pro-monarchie iraniens et le compte officiel israélien en langue persane utilisé notamment par le ministère sioniste des Affaires étrangères. Donc, déjà, premier fait, on apprend que la diplomatie israélienne utilise, en toute connaissance de cause, des faux comptes qui manipulent l'information, et ces faux comptes manipulant l'information étant le fait de ses propres services. Morgane, ça dure depuis plusieurs mois, puisque des spécialistes de la désinformation numérique, comme par exemple le Citizen Lab, c'est un laboratoire spécialisé en sécurité informatique rattaché à l'Université de Toronto, ou encore Jeff Goldberg, spécialiste de l'analyse des manipulations numériques, font état de modes opératoires sur les réseaux sociaux qui s'appuieraient, concernant l'Iran, qui s'appuierait sur des volumes de messages ainsi que des formes de coordination ne pouvant qu'être ourdies par un État. Jeff Goldberg, par exemple, recense quelques messages comme hashtag Iran Revolution ou hashtag Free Iran ou hashtag King Reza Pahlavi. 5000 comptes publiés, 5000 comptes publiant plus de 100 messages jour pour un total de 843 millions de tweets. C'est 12 000 comptes qui se distinguent par une activité anormale, c'est toujours Goldberg qui le dit, et on cumule 1,7 million de likes allant pratiquement dans la direction du changement politique en Iran en faveur du King Reza Pahlavi. Tout à fait. Nous voyons, alors pour reprendre Social Forensics, eux, d'après leur étude, ils ont remarqué que certains comptes publiaient jusqu'à 100 tweets par jour, ce qui fait un tweet toutes les 14,4 minutes pendant 24 heures. C'est quasiment impossible pour un être humain qui dort à peu près sur Twitter. Donc cela révèle que ce sont des robots ou des intelligences artificielles, on utilise également le terme de bot en anglais, qui sont derrière ces publications, dans un but très simple, c'est de manipuler l'opinion publique. Alors, cela touche notamment les pays européens. Pourquoi ? Parce que les pays européens connaissent une grande défiance vis-à-vis des médias mainstream traditionnels, parce que nous commençons tout simplement à être habitués à leurs mensonges, à être harassés par leur narratif qui ne colle pas à la réalité. Donc, beaucoup de gens retournent s'informer sur les réseaux sociaux en essayant de suivre des journalistes indépendants, des journalistes citoyens ou d'autres médias étrangers, afin d'avoir plusieurs versions des faits. Donc, il est apparu pour des services de renseignement qui sont nombreux qu'il fallait également maîtriser le narratif sur les réseaux sociaux et notamment Twitter qui est un des plus consultés. Sur un autre sujet, ce qui nous a marqué, en tout cas à partir d'Alger, c'est que durant cette période de troubles en Iran, les manifestants visaient des patrimoines historiques ou spirituels comme certains tombeaux de figures qui ont traversé donc l'histoire du pays. Et cela ne pourrait venir que de l'extérieur, car quelles que soient les tendances, les opinions des Iraniens, on vise rarement à la destruction du patrimoine de l'Iran. En Iran, généralement, on est fier de son patrimoine, de son histoire, de ses trésors historiques. Tout à fait. Alors, on peut citer des faits. Il y a eu donc une vingtaine de mosquées incendiées. Personnellement, je ne connais aucun Iranien qui ait incendié son patrimoine. Et là aussi où le narratif anti-iranien tombe à l'eau, c'est quand on nous dit oui, ils vont incendier des mosquées pour dénoncer le régime. Mais cette assertion est totalement fausse. Il y a quand même eu 2 églises incendiées également.
Donc, pourquoi des manifestants pacifiques déjà iraient incendier leur patrimoine, iraient ensuite attaquer des églises alors que les institutions iraniennes n'ont rien à voir avec l'Église catholique. Qui plus est que les Iraniens disposent de représentants des minorités religieuses au Parlement, à savoir les Juifs, les Européens et les chrétiens. Ils ont un député, ça on ne le dit jamais sur les télévisions occidentales et c'est bien dommage. Donc il n'y a pas d'intolérance contre les minorités religieuses, contrairement à ce que l'on pourrait dire. Je vous invite à lire les articles 13 et 14 de la Constitution iranienne, ainsi que l'article 12, qui, lui, reconnaît les différentes écoles juridiques sunnites. Parce qu'on entend souvent cette manipulation de l'information qui voudrait diviser le monde islamique entre les sunnites et les chiites. Là aussi, on a le même scénario de provoquer une guerre civile entre différentes confessions religieuses ou écoles juridiques. Ensuite, pour revenir au patrimoine, nous avons eu dans la ville d'Ilam une statue du poète Firdoussi qui a été décapitée. Donc là aussi, la décapitation, c'est un message très clair utilisé par les takfiristes. Et nous savons qui a financé l'armée Daesh en Syrie et en Irak. Même ça renvoie plus loin dans l'histoire avec la décapitation de l'imam Hussein, qui est un drame pour le monde musulman, parce qu'on dit que c'est un drame pour les chiites. Non, c'est un drame pour le monde musulman. À Karbala, le drame de Karbala, on a sacrifié tout simplement, on a exécuté violemment la famille du prophète, que la paix l'accompagne, parce que l'imam Hussein a refusé de prêter allégeance au calife Yazid, qui était le fils de Muawiyah. Enfin, c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est pour dire que ce ne sont forcément pas des musulmans qui s'adonneraient à ce type d'exactions barbares. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rappellerai sur le drame de Karbala que parmi les 72 compagnons de l'imam Hussein, que la paix soit sur lui, il y avait un chrétien. Donc vous voyez, ça aussi, il a fallu que j'aille en Iran, que j'aille étudier le chiisme en Iran pour l'apprendre, pour le découvrir, parce qu'il n'y a aucun travail d'historien à ce sujet en France, à part peut-être celui d'Henri Corbin, grand spécialiste de l'Iran et de l'islam chiite. Mais je trouvais ce symbole très beau parce que c'est vraiment l'unité de l'humanité qui a envie de servir et d'aimer Dieu, qui s'oppose à l'injustice. Et je pense que le message de Karbala est un message qui dépasse le cadre de l'islam chiite, puisque c'est un message universel. C'était un drame pour l'humanité. Et je me permettrai d'émettre mon avis en disant que Karbala n'est pas un événement du passé, mais c'est un événement qui va être amené à guider davantage notre avenir, mais à travers tous les continents. Alors Morgan Lotz, alors on se rappelle il y a quelques temps, Seymour Hersh, grand journaliste d'investigation juif mais critique du sionisme, lors de ses investigations il y a quelques années, a découvert et prouvé que la CIA et le Mossad avaient armé et financé des groupes affiliés à Al-Qaïda en provenance du Baloutchistan, cette frontière ô combien compliquée avec le Pakistan. Donc on voyait que ces menées, ces visées contre l'Iran était signé en quelque sorte. On savait d'où ça venait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, alors pour revenir au travail de Seymour Hersh, là aussi, parce qu'on a tendance, dès qu'on est critique du régime israélien, on est traité d'antisémite. C'est devenu l'excuse. Et d'ailleurs, en France, malheureusement, nous avons une loi qui est en préparation où toute critique du sionisme, qui est une idéologie politique, va être apparenté à de l'antisémitisme et de la haine des Juifs. Ce qui n'est absolument pas le cas. Nous avons parfaitement le droit de critiquer le sionisme et je pense même que nous avons le devoir de le faire au vu de l'action de l'État d'Israël contre la Palestine. On parle quand même d'un génocide. Depuis octobre 2023, on est à plus de 80 000 morts si les chiffres sont bons. Chiffres qui ont d'ailleurs enfin été reconnus par Israël. Donc c'est-à-dire que on remarque que le ministère palestinien de la santé n'a pas menti, n'a pas manipulé les chiffres, contrairement à ce qu'on veut prétendre pour le discréditer. Alors Morgan, je voudrais revenir sur un fait également, excusez-moi, le 18 janvier à l'aéroport de l'imam Khomeini, la police a découvert 150 kilos de drogue cristalline dans une cargaison de boissons autorisées, et cela atteste, ça renvoie aux déclarations du ministre iranien de la Défense quelques semaines auparavant, Aziz Nassiradeh, lors d'une conférence qui avait dit que lors des troubles, certaines personnes distribuaient des drogues de synthèse aux manifestants pour encourager les comportements brutaux et annihiler les émotions. C'est de plus en plus prouvé que des drogues ont été distribuées pour pousser à la chienlit, tout simplement.
Tout à fait. Alors, ce n'est absolument pas nouveau, et encore une fois, ce n'est pas une théorie du complot. Moi, je me souviens d'avoir lu les lettres de mon arrière-grand-père en 1914-1918, quand il était en train de combattre l'Allemagne. L'état-major français faisait distribuer du vin aux soldats avant de monter à l'assaut pour désinhiber la peur. Toutes les armées l'ont fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands également utilisaient pour certaines unités des drogues, notamment du capron, pour désinhiber les peurs et les réflexes des soldats. Daesh en Syrie, en Irak a également utilisé ce genre de drogue de synthèse. Ce n'est absolument pas une nouveauté. Et là, ce que l'on constate, c'est cette déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui avait lieu le 15 janvier, lors d'une conférence de presse, où il expliquait que des émeutiers, en général les plus violents, étaient sous l'effet de produits, de substances stupéfiantes qui étaient là pour anesthésier les émotions et encourager les comportements brutaux. Et comme vous l'avez souligné, c'était le 18 janvier, donc la police des transports de Roumanie a découvert 156 kg de substances psychotropes cristallines, donc sous forme de cristal, qui peuvent être diluées dans l'eau. Donc là aussi, on pourrait imaginer un agent du Mossad ou de la CIA distribuer des bouteilles d'eau aux émeutiers, sauf que ça pourrait être de l'eau avec des substances sous forme de cristal qui ont été diluées dedans, afin de rendre ces gens complètement fous et de faire en sorte que la manifestation ou la contestation. Alors le temps file, Morgane, j'ai deux choses encore à voir avec vous. Vers le 11 janvier, le ministère des Affaires étrangères iranien a convié les ambassadeurs occidentaux, États-Unis, France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne, pour leur montrer les vidéos où on voyait des manifestants armés, visant des forces de l'ordre, exécutant des forces de l'ordre, provoquant des incendies, tirant à balles réelles, des manifestants ou des personnes un peu troubles, on va dire les choses comme ça, drogués, glissés dans la foule. C'est exactement ce qui s'est passé en Syrie en 2010 et en 2011. Les Occidentaux, surtout les Européens, savent exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Iran, mais continuent, eux, de camper sur le narratif, à savoir que le régime tue ou procède à des tueries d'innocents. Alors, les Européens, je vais tout de suite remettre les choses en place. Les gouvernements européens sont parfaitement informés de la situation réelle de l'Iran. Déjà, pour revenir à ces personnes sous substance, le 2 janvier avait été publiée une photo d'un émeutier avec les yeux révulsés, complètement blancs. On ne voyait plus la pupille ou la cornée. Donc, c'était diffusé sur divers canaux d'information, et je veux bien dire que si un jeune iranologue et chercheur comme moi arrive à avoir ce genre d'informations, on se doute bien que les responsables gouvernementaux et les ministères des Affaires étrangères peuvent les avoir également. Et ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs ambassadeurs étrangers, notamment ceux du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France, ont été invités par le ministère iranien des Affaires étrangères à visionner différentes vidéos qui servent de preuve, donc des vidéos qui servent d'éléments de travail dans les enquêtes militaires. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été invités, ils ont reçu des copies de ces vidéos et ont été invités à les transmettre à leurs ministères respectifs. Donc à aucun moment, les diplomaties occidentales ne savent pas ce qui s'est passé. Ils sont parfaitement au courant. Vers la mi-janvier, il y a eu un retour au calme, 3 jours de deuil national décrété. La population est sortie pour apporter un soutien au gouvernement et aux institutions légitimes. Tout le monde a appelé au calme. Et au sein de ces manifestations de soutien, on a vu des femmes sans tchador, et cela rejoint ce que disait William Durand, spécialiste des civilisations, ou encore André Malraux dans la loi du silence en 59, que le tchador n'a pas été amené par Khomeini en 79, mais remonte à l'Antiquité, voire antérieurement à 79. C'est-à-dire que, effectivement, Khomeini n'a pas apporté avec lui le tchador et ne l'a pas imposé, surtout. Oui, ça aussi, et je vous remercie de souligner ce point parce que c'est capital. C'est là où l'on voit que le projet contre l'Iran n'est pas de changer les institutions politiques, mais bien de détruire la culture. Alors, il n'y a pas que l'Iran, c'est toutes les cultures de tous les peuples sont visées actuellement. Le tchador est un élément vestimentaire tout à fait iranien qui date d'avant l'islam, plus précisément de Darius le Grand. Donc, ce n'a pas été une imposition de la République islamique, ce n'a pas été une imposition de l'ayatollah Khomeini. Là aussi, on dit oui, mais avant Khomeini, les Iraniens n'étaient pas voilés. Il faut revenir en 1936 avec la politique du kashf hijab,
qui était un décret ordonnant le dévoilement des femmes iraniennes afin d'imposer des mœurs occidentales que Reza Khan, donc le grand-père de Reza Pahlavi qui tente de récupérer le trône actuellement, Reza Khan avait voulu imposer en suspectant, en pensant que cela permettra à l'Iran de se développer. Or, nous n'avons jamais vu dans aucun pays, aucunement à travers l'histoire, un pays se développer en reniant sa culture, en reniant son identité, en s'imposant des mœurs, des vêtements. C'est complètement stupide, mais à l'époque, ça a été le cas. Merci Morgan Lotz, je suis obligé de rendre l'antenne. Je rappelle, vous êtes chercheur et spécialiste de l'Iran. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. C'est moi qui vous remercie et je salue le peuple algérien depuis la France. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Je vous dis à demain et bonne soirée.